Il était près de 10 heures du matin lorsque je reçus une lettre cachetée, déposée avec soin sur le plateau d'argent que me présenta mon fidèle valet, Georges. L'enveloppe était épaisse, d'un papier crème au bord doré, ce qui indiquait une certaine importance. Le cachet de cire représentait un signe, un détail que, bien entendu, je ne manquais pas de remarquer aussitôt. « Georges, dis-je, veuillez me préparer un thé noir avec une touche de miel. Il semble que la journée commence avec un parfum de mystère. » Je brisai le seau avec délicatesse et déployai la lettre. Elle provenait de Lady Constance de Villiers, une ancienne aristocrate anglaise établie depuis peu dans une propriété reculée du sud de la France. Elle sollicitait humblement mes services pour élucider un événement troublant. Un portrait ancien représentant un de ses ancêtres avait pris feu sans raison apparente en plein milieu de la nuit. Plus étrange encore, un visage inconnu était apparu brièvement parmi les flammes, selon plusieurs témoins. Une combustion spontanée? Un effet d'optique? Ou peut-être quelque chose de plus sinistre? Murmurai-je pensif. Je n'avais pas vu Lady Constance depuis plusieurs années, mais je me souvenais de sa vivacité d'esprit et de sa propension à voir le drame là où les faits n'étaient encore que murmures. Cependant, son appel à l'aide semblait sincère, presque paniqué, et cela, mes amis, n'est point dans ses habitudes. Je pris la décision d'honorer son invitation. Le train de midi me conduirait jusqu'à Avignon, d'où une voiture serait envoyée pour me mener à la propriété de Villeneuve-des-Roses. J'emportais avec moi mes affaires de toilette, mon nécessaire de voyage, et bien entendu mes petites cellules grises, toujours prêtes à s'exercer. Avant mon départ, je notai quelques éléments essentiels. Le feu avait pris à une heure précise, 3 heures du matin. 3 domestiques avaient assisté à la scène, tous jurant avoir vu un visage apparaître dans les flammes. Le portrait, vieux de 2 siècles, était accroché dans le salon principal et avait appartenu à un ancêtre militaire de la famille, le général Émile de Villiers. Je quittai mon appartement bruxellois avec une légère appréhension, mêlée d'excitation. Il est rare qu'un portrait prenne feu de lui-même, et encore plus rare qu'il montre un visage que personne ne reconnaît. Ce mystère, je le sentais, allait exiger toute la rigueur de mon esprit analytique. Hercule Poirot était en route. Le trajet en train fut des plus agréables. J'avais pris soin de réserver une cabine privée où je pus méditer sur les premiers indices de cette affaire peu commune. La présence d'un visage dans les flammes d'un tableau ancien n'était pas sans évoquer certains mythes ou superstitions. Mais moi, Hercule Poirot, je n'avais point de place pour les chimères. Chaque mystère, aussi étrange soit-il, peut être résolu par la logique et l'ordre. À la gare d'Avignon, je fus accueilli par un chauffeur discret, vêtu d'une livrée noire portant l'écusson du cygne. La voiture, une Hispano-Suiza bien entretenue, traversa les routes de campagne bordées de cyprès, jusqu'à une colline solitaire, où se dressait l'imposante demeure de Lady Constance. La bâtisse, d'un style néoclassique, inspirait le respect. Elle semblait figée dans le temps, avec ses volets fermés et ses murs couleur ivoire. Des glycines retombaient gracieusement des balcons, et un silence presque religieux enveloppait les lieux. Dès mon arrivée, je fus accueilli par Lady Constance en personne, droite comme un chêne, vêtue d'un tailleur gris perle et coiffée d'un chapeau à voilette. « Monsieur Poirot, vous ne pouvez imaginer à quel point votre venue m'apaise, » dit-elle en me tendant une main gantée. « Depuis cette nuit, je ne dors plus. Lady Constance, votre lettre m'a profondément intrigué. Il est rare qu'un tableau prenne feu de manière aussi théâtrale. Je suis à votre service. » Elle m'introduisit dans le grand hall, pavé de marbre, où trônait un escalier majestueux. Des portraits anciens ornaient les murs, des visages figés dans la gloire du passé.
Mais un espace vide attira immédiatement mon regard. Une empreinte noircie sur le mur, encadrée par des marques de feu. C'était là que se trouvait autrefois le portrait du général Émile de Villiers. 3 domestiques étaient présents. « Cette nuit-là, m'expliqua lady Constance, tous 3 disent avoir vu un visage surgir dans les flammes, un visage inconnu. Depuis, ils sont terrifiés. Et moi, je crains que ce ne soit un présage. Les présages, madame, sont pour les poètes. Moi, je préfère les faits. Permettez que je m'entretienne avec eux au plus tôt. » Elle acquiesça puis fit appeler les 3 témoins. En les attendant, j'inspectais l'empreinte de suie sur le mur. Un détail attira mon attention. Une traînée fine, presque imperceptible, descendait en ligne droite vers le parquet, une coulée de cire, ou peut-être quelque chose d'autre. Je posai un genou à terre pour mieux observer. L'incendie semblait avoir commencé non pas au centre du tableau, mais juste en dessous, comme si quelque chose avait été dissimulé derrière ou à proximité. Mon regard se durcit. Déjà mes petites cellules grises s'agitaient avec curiosité. Ce feu n'était peut-être pas un accident. Les 3 domestiques furent introduits dans le petit salon d'hiver, où je les attendais, assis bien droit, les mains croisées sur mon genou. Lady Constance se tenait à l'écart, les observant avec une certaine distance aristocratique. Les domestiques semblaient nerveux, comme s'ils redoutaient de parler. Un homme d'âge mûr, une jeune femme blonde et une cuisinière aux joues rouges composaient le trio. « Mes amis, dis-je en français châtié, je suis ici non pour vous juger mais pour comprendre. Ce que vous avez vu cette nuit pourrait sembler étrange, mais chaque détail a son importance. Je vous prie donc de répondre avec sincérité. » Le premier à parler fut Bernard, le majordome. Sa voix était calme, mais ses mains trahissaient un léger tremblement. Il raconta que vers 3 heures du matin, un bruit sec l'avait réveillé, une sorte de craquement comme du bois qui cède. Il était descendu précipitamment et avait vu les flammes s'élever du portrait. Mais ce qui l'avait figé, c'était ce visage qui semblait sortir du feu. « Ce n'était pas le général, monsieur, dit-il. Je connais ce visage, celui que j'ai vu. » Il souriait, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. Non, monsieur, c'était malveillant. Je me tournai ensuite vers Élise, la jeune femme de chambre. Elle sanglotait doucement. Elle confirma avoir vu un visage dans les flammes, mais insista sur un détail troublant. Les yeux du visage semblaient la fixer, comme s'ils étaient vivants. Elle avait crié, puis s'était évanouie. Je jure sur ma vie, monsieur Poirot, ce regard, il me hante encore. Ce n'était pas une hallucination. Il y avait quelqu'un, ou quelque chose. Enfin, la cuisinière, Madame Armande, plus pragmatique, déclara qu'elle n'avait vu le visage que brièvement. Mais elle insista sur une odeur particulière, une odeur qu'elle connaissait bien. « Du pétrole », dit-elle simplement. « Je suis sûre d'avoir senti du pétrole. Et ça, monsieur, ça ne vient pas d'un esprit. » Je hochai lentement la tête. Voilà un élément concret. Si l'on avait utilisé un accélérant comme le pétrole, alors il s'agissait peut-être bel et bien d'un acte délibéré, et non d'un phénomène surnaturel. Mais dans quel but? Et pourquoi un visage inconnu apparaîtrait-il au milieu des flammes? Je remerciai les témoins, puis les laissai se retirer. Mon esprit, à présent bien éveillé, commençait à tisser les premiers fils de la vérité. Quelqu'un voulait effrayer les habitants de cette maison. Quelqu'un avait préparé cette mise en scène. Je me levai, me tournai vers Lady Constance et lui dis « Madame, ce n'est pas un fantôme qui est à l'œuvre ici. C'est un esprit bien réel, et je suis bien déterminé à le découvrir. » Après avoir interrogé les témoins, il me sembla impératif de m'intéresser au sujet même du tableau incendié. Le général Émile de Villiers. Chaque portrait porte en lui non seulement la figure d'un homme, mais aussi son héritage, ses secrets et parfois ses ennemis.
Je demandai donc à Lady Constance de me fournir tous les documents qu'elle possédait concernant son illustre ancêtre. Il y a bien quelques lettres, monsieur. Poirot et un journal de campagne conservé dans la bibliothèque. Le général était un homme respecté, mais disons qu'il n'était pas aimé de tous. Je notais cette réserve avec un intérêt accru. Un homme respecté et redouté est souvent un homme qui a laissé des blessures derrière lui. Dans la bibliothèque lambrissée de chênes, je consultais les écrits du général. Il s'y Lucien d'Estrées, portraitiste d'Avignon, condamné en 1874 pour insulte à l'armée royale. Le nom me fit frémir. Je contactai aussitôt un archiviste militaire à Paris, espérant obtenir plus d'informations sur l'affaire. Pendant l'attente, je retournai à Villeneuve-des-Roses. Le soir tombait sur la demeure, et une tension étrange planait dans l'air. Les domestiques étaient nerveux. Un silence pesant régnait, comme si chacun retenait son souffle. Dans le salon, je retrouvai Lady Constance. Je lui parlais de Lucien d'Estrées et observai attentivement sa réaction. Son visage, d'abord impassible, se crispa légèrement à l'évocation du nom. Ce nom, cela me rappelle quelque chose. Mon grand-père en parlait parfois, comme d'un scandale oublié. Il disait que le général avait fait disparaître plus qu'un homme, qu'il avait effacé un passé qui pourrait ressurgir, madame, même dans les flammes. Elle me confia alors un détail troublant. Depuis l'incendie, plusieurs objets dans la maison avaient été déplacés sans que personne ne l'ait fait. Un crucifix renversé, une montre ancienne qui disparaît puis réapparaît. Ces manifestations n'étaient peut-être pas surnaturelles, mais elles suggéraient une présence. Quelqu'un rôdait dans la maison. Je demandai à voir la cave et les pièces de service. Là, dans l'obscurité d'un petit couloir poussiéreux, je découvris une trappe en bois, dissimulée derrière une armoire. Elle grinça sous mes doigts. Un souffle froid s'en échappa. Mes petites cellules grises s'éveillèrent avec acuité. Ce passage caché n'était pas inscrit dans les plans que j'avais vus, et s'il menait non seulement à un secret enfoui, mais au visage lui-même. La trappe s'ouvrit dans un grincement prolongé, libérant un souffle d'air vicié et ancien. Je descendis lentement l'escalier de pierre éclairé par la lampe tempête que Georges m'avait tendue plus tôt, prévoyant que l'enquête me mènerait dans des lieux obscurs, autant au sens propre qu'au figuré. Les murs étaient froids et humides, recouverts de mousse. Chaque marche semblait gémir sous mes pas. Je mesurai immédiatement que ce passage n'avait pas été emprunté depuis des années. Et pourtant, une fine couche de poussière semblait récemment perturbée, comme si une silhouette discrète y avait glissé sans bruit, peut-être plusieurs fois. Ce n'était pas un simple cellier oublié, c'était un chemin dérobé, creusé sous la demeure, probablement à l'époque du général. Au bout du couloir, une porte en fer forgé m'attendait. Elle n'était pas verrouillée, ce qui me surprit. En la poussant, je pénétrai dans une pièce circulaire aux murs couverts d'étagères croulant sous de vieux livres, des bouteilles et des toiles roulées, soigneusement enveloppées, dans du lin jauni. Au centre de la pièce se trouvait un chevalet brisé entouré de cendres. Alors, c'est ici que le feu a commencé, murmurai-je. Sur une des étagères, je repérai un carnet à la reliure rouge, couvert de poussière. En le feuilletant, je reconnus une écriture fine et nerveuse, celle de Lucien d'Estrées. Il s'agissait d'un journal intime. Il y racontait sa relation professionnelle puis conflictuelle avec le général Émile de Villiers, qu'il accusait d'avoir fait effacer ses œuvres de l'histoire, pour une raison personnelle encore obscure. Il a recouvert mon œuvre. Il a peint par-dessus mon cri. Mais un jour mon visage ressurgira, écrivait-il. Ce n'était plus un simple incendie. C'était une vengeance posthume, une vérité enterrée sous des couches de peinture et d'orgueil militaire. Je déroulai l'une des toiles. Elle représentait un homme aux yeux perçants, au sourire ambigu,
Ce visage correspondait parfaitement aux descriptions données par les 3 témoins. C'était lui, l'homme vu dans les flammes. Soudain, un bruit discret retentit dans l'ombre. Une pierre avait roulé. Je me retournai vivement. Quelqu'un d'autre était là, dissimulé. Dans l'obscurité, je n'étais pas seul. « Qui va là ?» dis-je d'une voix ferme. « Je suis Hercule Poirot. Montrez-vous. » Mais seul le silence me répondit. Je décidai de quitter les lieux sans tarder, serrant le carnet contre moi. Cette pièce était une clé, mais plus encore elle était un avertissement. Ce secret n'était pas oublié de tous. Quelqu'un le protégeait, ou voulait s'assurer qu'il ne soit jamais révélé. De retour dans mes appartements, je relus chaque ligne du journal. Les mots de Lucien d'Estrées vibraient d'une douleur ancienne, d'une injustice jamais réparée. Je savais désormais que l'enquête ne se limitait pas à une toile incendiée. Il s'agissait d'une mémoire effacée, d'un nom rayé de l'histoire. Et quelqu'un, aujourd'hui, voulait le réinscrire par le feu. Je passais la majeure partie de la nuit à analyser chaque mot du journal de Lucien d'Estrées. Une chose me frappa. À plusieurs reprises, il faisait allusion à une promesse trahie et à un lien de sang nié. Ces expressions, dans un contexte aussi personnel, suggéraient plus qu'un différend artistique. Elles parlaient d'une trahison intime, peut-être familiale. Le lendemain matin, je fis venir Lady Constance dans la bibliothèque. Je lui tendis le carnet, après l'avoir traduit pour elle. Ses yeux parcourèrent les pages avec une lenteur presque douloureuse. Quand elle releva la tête, son teint était blême. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Mon arrière-grand-père n'a jamais eu d'enfant illégitime. Ou du moins, c'est ce que la famille a toujours affirmé. Et si Lucien d'Estrées était justement ce fils oublié ?» demandai-je calmement. Un artiste banni, réduit au silence, et maintenant, réclamant justice à travers les âges. Elle ne répondit pas. Mais son silence valait aveu. Je sus alors qu'un nom, un visage, une existence tout entière avaient été délibérément effacés des registres familiaux. Ce visage, celui dans les flammes, n'était autre que celui de Lucien lui-même. Son œuvre dissimulée avait été peinte par-dessus, son nom raturé, son héritage volé. Je pris contact avec l'état civil d'Avignon. En fouillant parmi les archives anciennes, avec l'aide précieuse de l'archiviste, je trouvai un acte de naissance daté de 1843. Lucien d'Estrées, fils de Émile de Villiers et d'une certaine Marguerite L., domestique. L'acte n'avait jamais été reconnu officiellement par la branche aristocratique. Mais il existait. Plus intéressant encore, un autre acte daté de 1891 indiquait que Lucien avait eu un fils, prénommé André, une lignée cachée, mais bien réelle. Et si cette lignée existait toujours? Si l'un des descendants vivait encore? Je retournai à Villeneuve-des-Roses avec une idée fixe, interroger à nouveau les domestiques, mais cette fois, sous un autre angle. L'un d'eux aurait-il un lien de parenté avec d'Estrées? Quelqu'un aurait-il retrouvé le journal et orchestré cet incendie? Non par vengeance, mais pour restaurer la mémoire d'un ancêtre injustement effacé? Je réunis les trois, Bernard, Élise et Madame Armande. En les regardant, une intuition me vint. L'un d'eux savait plus qu'il n'avait avoué. Peut-être même était-il un d'Estrées. Mes amis, dis-je posément, cette affaire concerne une injustice ancienne. Je ne suis pas là pour accuser, mais pour rétablir la vérité. Qui parmi vous connaît le nom de Lucien d'Estrées? Un silence pesant s'installa, puis lentement, Bernard leva les yeux vers moi. Son regard était calme, résolu. C'était mon arrière-grand-père, Monsieur Poirot. Un frisson parcourut la pièce. La vérité venait de surgir. Pas des flammes, cette fois, mais du silence. Le quai,
Silence qui suivit la déclaration de Bernard fut total. Même lady Constance, si prompte à réagir d'ordinaire, demeura muette, figée dans une stupeur glaciale. Quant à moi, je m'avançai avec lenteur vers le majordome, observant chacun de ses traits. Son calme n'était pas celui d'un homme coupable, mais celui d'un homme qui portait un poids depuis longtemps, un poids transmis par le sang et le silence. « Vous saviez ?» dis-je doucement. « Depuis combien de temps ?»« Depuis toujours, » répondit-il. « Ma grand-mère me l'a dit avant de mourir, que nous étions les oubliés d'une grande famille, que mon aïeul avait été trahi et que son œuvre était ensevelie dans cette maison. Je suis resté ici dans l'ombre, espérant qu'un jour, quelque chose surgirait. » Je le regardais longuement. Le feu, le visage, les objets déplacés. Ce n'était pas l'œuvre d'un esprit malveillant, mais d'un homme cherchant à éveiller les consciences. Une justice sans armes, sans vengeance, un appel muet à la mémoire. Le feu, Bernard. Était-ce vous? Il hésita, puis secoua la tête. Non, monsieur Poirot. Je voulais révéler la vérité, pas détruire. Mais quelqu'un d'autre a dû trouver le journal avant vous. Quelqu'un qui voulait brûler le passé, pas le faire revivre. Cette possibilité m'alarma. Il existait donc un second joueur dans cette partie, un adversaire de l'ombre, déterminé à effacer toute trace de Lucien d'Estrée. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Lady Constance, revenue de son choc, s'exprima enfin, la voix tremblante. Si ce que vous dites est vrai, alors ma famille a menti pendant plus d'un siècle. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce portrait? Pourquoi ce moment précis? Je croisai les bras, enfoncé dans ma réflexion. Oui, pourquoi maintenant? La réponse se trouvait peut-être dans les affaires juridiques de la propriété. Un changement récent dans la succession? Une vente imminente? Une donation? Une vérité oubliée qui soudain aurait des conséquences concrètes? Je demandai à consulter les documents de succession. Là, dans les tiroirs du secrétaire, je découvris un contrat de donation. Lady Constance envisageait de léguer la demeure à une fondation historique. Et dans les conditions légales, il y avait une clause étrange. Aucune contestation. De filiation ne sera recevable après signature définitive. Voilà donc le mobile. Quelqu'un, en découvrant cette clause, avait compris que le nom de d'Estrée allait... Elle hocha la tête. Ma mère m'a parlé un jour d'un homme nommé André, son grand-père, mais elle n'a jamais osé me dire davantage. En lisant ces papiers, j'ai compris. Lucien d'Estrée était mon aïeul. Et ce visage, c'était celui de ma lignée, condamné à l'oubli. Alors j'ai pensé que le feu ferait parler ceux qui ne voulaient de plus rien entendre. Je restai silencieux un moment, absorbant la profondeur de cette confession. Ce n'était pas la folie qui avait mis le feu, mais le désespoir d'une mémoire, niée. Une mémoire que le marbre des portraits ne reconnaissait pas. Vous auriez pu vous adresser à Lady Constance, dis-je, demander justice. Et qu'aurait-elle dit? Que je suis une domestique? Une ombre dans cette maison? Non, monsieur, il fallait réveiller les murs, leur faire peur. Pour qu'ils écoutent, je me levai et fis quelques pas. La logique de ses actes était discutable, mais son intention, elle, était pure. Rendre la parole à un silence ancestral. Je fis venir Lady Constance. Lorsqu'elle entra et vit Élise en pleurs, elle s'immobilisa. Je lui résumai calmement la situation. D'abord, elle demeura froide. Mais à mesure que je déroulais les faits, et surtout, que je lui lisais les extraits du journal et de la lettre, ses traits se radoucirent. Ainsi, c'est dans ma maison que les cendres de l'oubli attendaient qu'on les regarde, dit-elle doucement. Puis, tournant les yeux vers Élise, vous avez brûlé ce tableau, mais vous avez ravivé une vérité que nous avons trop longtemps refusée. Élise releva la tête, surprise. Vous ne m'en voulez pas? Lady Constance s'approcha, posa une main légère sur son épaule.
Je suis une de Villiers. Mais je suis aussi une femme. Et ce que vous avez fait, bien que terrible, mérite d'être entendu. Je m'éloignai discrètement, laissant les deux femmes dans cet échange chargé d'humanité. L'histoire de Lucien d'Estrées venait de sortir de l'ombre. Mais pour que justice soit rendue, il faudrait plus qu'un pardon, il faudrait un geste public. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction, non pas seulement celle du tableau, mais celle des vérités enfouies. Monsieur Fournier installa son atelier dans l'ancienne salle de billard, où la lumière était idéale pour le travail minutieux qu'il entreprit. Reconstituer, couche par couche, le visage de Lucien d'Estrées, tel qu'il aurait dû être, montré au monde, sans masque, sans mensonge. Il céda des fragments calcinés, des dessins retrouvés, et d'un petit portrait au fusain, presque intact, que Bernard avait découvert dans une malle familiale. Ce portrait, très simple, montrait un homme jeune au regard mélancolique, les traits fins, la moustache légère, un regard qui trahissait à la fois la douleur et la fierté. Il avait l'âme d'un poète, murmura Élise, en le voyant, pour la première fois. Et on a voulu le faire taire. Lady Constance visita l'atelier chaque jour, apportant à Fournier du thé, des livres de référence, parfois de simples fleurs pour orner la pièce. Son implication, bien que discrète, était sincère. Elle consultait aussi un notaire auquel elle demandait de réviser les documents de succession. Cette fois, les descendants de Lucien d'Estrées seraient nommés, officiellement. Un matin, je reçus une lettre de Paris. L'archiviste militaire m'envoyait une copie d'un dossier confidentiel, exhumé des archives nationales, un procès-verbal de 1874, où le général Émile de Villiers avait personnellement exigé que Lucien d'Estrées soit rayé des registres artistiques pour offense à l'honneur militaire. Il n'y avait pas de doute, ce n'était pas l'art que le général avait voulu effacer, c'était un nom, un lien de sang. Je transmis ce document à Lady Constance. Elle le lut, puis le brûla dans l'âtre, sans colère, mais avec solennité. Que ce mensonge retourne aux cendres dont il est né, dit-elle simplement. Lorsque le nouveau portrait fut achevé, on organisa une cérémonie sobre, mais émouvante. La toile, couverte d'un drap de velours, fut installée dans le grand salon, à l'emplacement exact de l'ancien tableau du général. Élise, vêtue de noir, les mains tremblantes, fut invitée à retirer le tissu. Le silence tomba sur la pièce. Le visage de Lucien d'Estrées apparut, noble, calme et pourtant vibrant. Ses yeux semblaient nous regarder tous, non pas pour accuser mais pour affirmer « Je suis là. Vous m'avez oublié mais je suis revenu. » Ce fut un moment que je n'oublierai jamais. Même les murs de la maison, si longtemps figés dans le silence, semblaient retenir leur souffle. Ce n'était plus une demeure hantée par l'ombre du passé. C'était un lieu apaisé, réconcilié avec lui-même. Je quittai discrètement la pièce. L'œuvre était achevée. Mon rôle terminé. Mais dans mon cœur je sentais que ce mystère resterait pour toujours l'un des plus humains et des plus justes de ma carrière. Quelques jours plus tard, je fis mes adieux à la propriété de Villeneuve-des-Roses. Georges avait soigneusement préparé mes valises, et le chauffeur m'attendait devant la grande porte en fer forgé. La brume matinale s'étirait paresseusement sur les cyprès, comme si elle voulait, elle aussi, dire au revoir à cette demeure désormais transformée. Avant de monter dans la voiture, je fis une dernière promenade dans les jardins. La rosée du matin brillait sur les feuilles, et les oiseaux chantaient avec une ardeur nouvelle. La maison n'était plus un mausolée de secrets. Elle respirait de nouveau, apaisée. Lady Constance me rejoignit près de la roseraie. Elle portait un manteau gris clair, et son visage, bien que fatigué, rayonnait d'une paix intérieure qu'elle ne possédait pas encore lors de mon arrivée. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, je vous dois plus que des remerciements.
Grâce à vous, nous avons redonné un nom à un homme que ma famille avait réduit à une ombre. Et nous avons retrouvé, au passage, une héritière digne de ce nom. Je m'inclinai légèrement. Ce n'est pas à moi qu'il faut rendre hommage, madame. Ce sont les petites cellules grises qui ont mené l'enquête, mais ce sont votre cœur et celui de mademoiselle Élise qui ont rendu la justice. Elle esquissa un sourire discret. Le feu nous a fait peur, mais il nous a aussi réveillés. Avant de partir, je me rendis une dernière fois dans le grand salon. Le nouveau portrait trônait au mur, encadré avec soin. Sous le cadre, une plaque en laiton portait ces mots. Lucien d'Estrées, 1843-1901, peintre et fils oublié. Restauré à la mémoire. Je restai quelques instants à contempler ce visage. Non pas celui d'un fantôme, ni d'un vengeur, mais d'un homme enfin reconnu. Puis je tournai les talons, satisfait, en paix. Dans la voiture qui me ramenait à la gare, Georges me demanda « Une affaire résolue, monsieur Poirot ?» Je répondis sans détour « Non, Georges, une injustice réparée. Ce n'est pas la même chose, mais cela, voyez-vous, est bien plus rare. » Et, tandis que le paysage défilait à travers la vitre, je refermais mon carnet de notes, le cœur léger. Car même dans les cendres, la vérité finit toujours par briller. Et parfois il suffit d'un visage, dans un portrait en flammes, de retour à Bruxelles, je pensais avoir laissé derrière moi l'énigme de Villeneuve-des-Roses. Pourtant, une lettre inattendue m'attendait dans ma boîte aux lettres. Elle était signée de Monsieur Fournier, le restaurateur d'art, et contenait une photographie du revers du nouveau tableau, accompagnée d'une note brève mais inquiétante. Nous avons découvert un double fond dans le châssis. Il contenait une enveloppe ancienne, cachetée du sigle du général Émile de Villiers. Immédiatement, je pris le premier train pour la Provence, mon esprit à nouveau en alerte. Une nouvelle pièce venait de s'ajouter à l'échiquier. À mon arrivée, Monsieur Fournier me remit le contenu trouvé. Une lettre manuscrite du général, datée de 1875, jamais ouverte ni envoyée. Elle était adressée à Lucien d'Estrées. Je m'installai dans la bibliothèque pour la lire, entouré de silence. Le général y exprimait des regrets profonds. Il reconnaissait sa paternité, mais expliquait que ses fonctions, sa réputation et surtout son orgueil l'avaient empêché de reconnaître Lucien publiquement. Il avait commandé un second portrait, effaçant le premier dans l'espoir qu'aucune trace ne subsiste. Mais au fond de lui, il écrivait « Je sais que l'histoire me jugera sévèrement, mais je n'ai pas su être père, seulement général. » Ce document d'une puissance émotionnelle rare devait être révélé. Il transformait non seulement le regard porté sur d'Estrées, mais aussi sur son bourreau, qui n'était peut-être pas un monstre, mais un homme rongé par la peur et les conventions. Lady Constance, à qui je fis lire la lettre, fondit en larmes. Elle comprit enfin que ce que sa famille avait transmis n'était qu'une façade. Et qu'au-delà de la honte, il y avait de l'amour, gâché. Ce soir-là, une nouvelle plaque fut ajoutée sous le portrait de Lucien, portant désormais ces mots « Fils d'un silence, père d'une mémoire retrouvée ». La lettre du général, aussi poignante fut-elle, me laissa une question sans réponse. Qu'était devenu le second portrait, celui qu'il avait fait peindre pour recouvrir l'œuvre originale de Lucien d'Estrées? Le tableau qui représentait faussement le général et qui avait brûlé dans le salon? Cette toile, peinte par un autre artiste à sa demande, devait se trouver dans les archives de la maison ou du peintre en question. Or, aucun nom n'était mentionné dans la lettre. Je décidai donc de reprendre mes recherches. Avec l'aide de Monsieur Fournier, nous explorâmes les dépendances, le grenier, les registres anciens de commandes artistiques et les correspondances retrouvées dans des coffres scellés.
Après plusieurs heures, nous découvrîmes un reçu de paiement adressé à un certain Henri Bellancourt, daté de mars 1876, pour une reproduction à usage officiel. Cette mention confirmait l'existence du faux portrait. Henri Bellancourt était un peintre connu pour son habileté à imiter d'autres styles, un faussaire au service des puissants, dont les œuvres étaient souvent dissimulées, car elles servaient à réécrire l'image publique des figures notables. En consultant un catalogue privé de l'époque, nous apprîmes qu'un de ces tableaux avait été signalé dans une collection privée à Aix-en-Provence, sous le nom de Portrait d'un militaire anonyme. Je pris contact avec le collectionneur, un homme affable nommé Monsieur Bastien Rochefort. Intrigué par ma demande, il accepta de me recevoir. Lors de ma visite, il me mena dans une salle garnie de tableaux poussiéreux. Là, parmi eux, je le reconnus, le portrait du général de Villiers, identique à celui qui avait brûlé, mais sans aucune signature. Un double parfait glacé presque artificiel. Ce tableau m'a toujours semblé faux, dit Monsieur Rochefort en le dépoussiérant. Il y a quelque chose d'inhumain dans ce regard, comme si le modèle lui-même portait un masque. Je demandai à emprunter temporairement la toile pour l'exposer à Villeneuve-des-Roses. Lady Constance, en découvrant l'œuvre, frissonna. C'était le mensonge figé sur toile. Un tableau, vide de vérité, commandé par honte, conservé par devoir, révéré par erreur. Et pourtant, il faisait partie de l'histoire. Il méritait lui aussi sa place. Avec beaucoup de soin, nous décidâmes d'exposer ce second portrait dans un petit salon à l'arrière de la maison, avec une note explicative, le mensonge, officiel, conservé pour mémoire. Que nul n'oublie ce que le silence peut créer. Ainsi, l'histoire serait complète. Non seulement la vérité restaurée, mais aussi le mensonge assumé. Élise, en découvrant les deux portraits côte à côte, l'un vibrant de sincérité, l'autre figé de peur, comprit la portée du geste. Ce n'était pas seulement son ancêtre qu'on réhabilitait. C'était le droit pour tous les oubliés de l'histoire d'exister enfin dans la lumière. Je restai longtemps face à ces deux tableaux. Et je me dis, non sans émotion, qu'en fin de compte, il est des œuvres que le feu purifie, mais que seule la justice peut révéler. Le domaine de Villeneuve-des-Roses accueillait désormais un flot inhabituel de visiteurs. Curieux, historiens, étudiants en art et journalistes affluaient pour découvrir l'histoire redécouverte de Lucien d'Estrées et le portrait qui avait traversé l'oubli par les flammes. L'exposition improvisée devint un événement régional. Les salles autrefois figées dans le silence bruissaient de voix et de réflexions. Élise, devenue guide officielle et conservatrice, arpentait les couloirs avec assurance. Elle portait une broche représentant un pinceau enflammé, symbole discret de son héritage et de la renaissance de la mémoire familiale. Son regard n'était plus le même. Il brillait d'un feu tranquille, celui de la vérité assumée. Beaucoup ne savaient pas qu'elle était une descendante de l'artiste. Elle n'en disait rien, préférant laisser les œuvres parler d'elles-mêmes. Lady Constance, de son côté, assistait à chaque visite guidée en silence, parfois en retrait, parfois présente, mais toujours digne. Elle avait publié une lettre ouverte dans le journal local, reconnaissant publiquement la filiation effacée et l'injustice de son ancêtre. Ce geste rare et courageux fut salué avec respect. La honte, transfigurée par la vérité, avait trouvé une forme de noblesse. Je fus convié à une conférence dans le grand salon, à l'issue de laquelle on me demanda « Monsieur Poirot, pensez-vous que le feu ait été nécessaire ?» Je pris un moment avant de répondre. Le feu n'est jamais la meilleure voie, mais parfois, il éclaire ce que l'on refuse de voir. Sans cette lumière brutale, ce visage serait peut-être resté prisonnier du silence. L'émotion dans la salle était palpable. Les gens ne venaient pas seulement pour admirer une œuvre retrouvée, mais pour se rappeler que la mémoire humaine est fragile, et que chacun,
aussi effacé soit-il, mérite une place dans le récit collectif. Un soir, alors que je contemplais une dernière fois le portrait de Lucien d'Estrées, une fillette s'approcha, la main dans celle de sa mère. Elle leva les yeux vers le tableau et dit « Il a l'air triste, mais heureux d'être là. » Je souris. Les enfants, parfois, voient plus clairement que les adultes. Car Lucien n'était pas peint dans la gloire ou le triomphe. Il était là, simplement là, visible, regardé, existant à nouveau. Avant de repartir, j'écrivis une note dans le registre des visiteurs. Quand l'art survit à l'oubli, il devient mémoire. Et quand la mémoire retrouve un nom, elle devient lumière. Je quittai Villeneuve-des-Roses au petit matin, une brume légère enveloppant les jardins. Cette fois, je le savais. L'ordre avait été rétabli, non pas par l'enquêteur, mais par la vérité elle-même.